Salut, c'est Xavier Yvon. Nous sommes le jeudi 8 décembre 2022. Bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez, venez, on va écouter l'info de plus près. Pour commencer ce podcast, je suis allé chercher un extrait d'un épisode auquel je repense régulièrement. 4 mois après l'invasion russe, avec le spécialiste des questions militaires Yohann Michel, on se demandait si l'Ukraine pouvait gagner la guerre. Ça veut dire quoi exactement gagner la guerre dans ce cas précis ? Parce que l'Ukraine reprend la totalité du Donbass, puis la Crimée, elle rentre à Moscou, ou est-ce que gagner la guerre, c'est faire en sorte qu'elle s'arrête maintenant ? Et Yohann Michel ajoutait également cette petite phrase, c'est celle qui m'intéresse aujourd'hui. On analyse une victoire non pas aux prises, mais au but de guerre. On analyse une victoire non pas aux prises, mais au but de guerre. Alors, je sais, le conflit n'est pas terminé, rassurez-vous, je ne divague pas, mais il y a déjà un grand gagnant de la guerre en Ukraine qui a atteint tous ses objectifs sans avoir eu besoin d'envoyer le moindre soldat sur le front. Ce n'est donc ni l'Ukraine ni la Russie. Le nom de ce gagnant, les États-Unis. Depuis le début de l'invasion de l'Ukraine, ils ont obtenu de nombreuses victoires, économiques comme diplomatiques, directement grâce au conflit ou de manière plus détournée. Dans cet épisode, on passe donc à la loupe le butin de guerre américain. Et pour analyser ces succès américains, j'accueille Béatrice Mathieu, grand reporter à l'Express. Salut Béatrice. Salut Xavier. Je le disais en introduction, Béatrice, ça peut être surprenant de parler de gagnants alors que la guerre en Ukraine n'est pas terminée. Oui, pourtant, ils sont nombreux, ces gagnants, à profiter de la guerre. Alors, on pourrait citer, par exemple, les pays du Golfe qui sont devenus incontournables pour fournir des hydrocarbures et notamment du pétrole à l'Europe. Mais il n'y a pas que des pays. Il y a aussi des traders dans les milieux du pétrole, dans les céréales. Il y a aussi ceux qui fabriquent les barges pour regazéifier et liquéfier le gaz. Ces entreprises, elles sont aussi très, très gagnantes. Mais il y a un vrai gagnant, comme tu le disais au début, c'est l'Amérique. En fait, la guerre en Ukraine, elle a permis la consolidation de l'hégémonie américaine sur le monde occidental. Et donc, ils ont gagné sur le plan géostratégique, évidemment, mais aussi économique, sans qu'un seul GI n'ait eu besoin de fouler le sol ukrainien. Et c'est donc sur les États-Unis qu'on va se concentrer aujourd'hui. Je te propose qu'on rédige ensemble la liste des objectifs qu'ils ont pu atteindre grâce à cette guerre. Tu vois, j'ai installé un petit tableau dans le studio, donc je te laisse prendre un feutre et écrire le premier, Béatrice. Alors, là, c'est évident. On en a parlé depuis le début de l'invasion en février, et encore plus maintenant qu'il fait froid. C'est quoi ? L'énergie. Voilà, c'est l'énergie. Alors, j'écris énergie. Alors ça, c'était une promesse de Biden. Dès le début du mois de mars 2022, il disait 15 milliards de mètres cubes supplémentaires de gaz naturel liquéfié devraient être fournis au marché européen cette année. So we're going to have to make sure that families in Europe can get through this winter. Alors tu l'entends, il disait que les États-Unis allaient s'assurer que les familles en Europe puissent passer cet hiver et l'hiver suivant. Mais tu t'en doutes bien, ça n'est pas seulement de l'altruisme américain. Évidemment, je suppose qu'il y a un intérêt économique derrière cette générosité. Oui, alors évidemment, en plus de permettre à l'Europe de réduire la dépendance à la Russie, les producteurs américains de GNL ont vu tout de suite la bonne affaire qu'ils pouvaient faire à livrer le marché européen. En fait, ils produisent, acheminent et liquéfient au coût américain, coût qui est très très bas, et puis ils vendent au tarif en vigueur en Europe qui, lui, est très très élevé. Parce qu'il y a une spécificité sur le marché du gaz, à la différence du pétrole. Le pétrole, tu sais, tu as un cours mondial. Le gaz, non, ce sont des cours qui sont régionalisés. Tu as un cours du gaz au niveau américain, un cours du gaz en Asie, un cours du gaz en Europe. Et en Europe, aujourd'hui, il est très, très élevé, alors que le prix de production aux États-Unis est très bas. Et on voit déjà des résultats de cette stratégie pour l'économie américaine ? Oui, alors sur le premier semestre 2022, les exportations de GNL, donc de gaz naturel liquéfié, ont progressé de 20% et quasiment les 2/3 ont pris le chemin de l'Europe. Donc la promesse de Biden, en fait, d'augmenter de 15 milliards de mètres cubes, elle pourrait même être dépassée cette année. D'autant que les États-Unis, ils ont la capacité. Il y a une sorte de consensus politique aux États-Unis pour faire
plus de gaz de schiste. Ils ont le réseau de gazoducs le plus étendu de tous les grands pays. Et puis, ils investissent énormément dans des terminaux de liquéfaction. Alors, en fait, ils sont en train de réaliser un très, très vieux rêve qu'ils avaient depuis le début des années 80. C'était couper le lien énergétique qui reliait la Russie avec l'Europe. Ils avaient fait énormément de pression au début des années 80 quand il y avait eu la première construction des gazoducs Nord Stream 1. Et puis, ils avaient recommencé avec Nord Stream 2 en mettant en place ou en menaçant de sanctions, en fait, les entreprises européennes qui participaient à ce projet. Pour eux, la guerre en Ukraine, c'est un peu un cadeau du ciel. Un cadeau du ciel pour les Américains, mais beaucoup moins donc pour les Européens, Béatrice. Oui, parce que l'Europe, en pleine crise existentielle sur son modèle énergétique, pour elle, la question est simple. Est-ce qu'elle passe d'une dépendance russe à une dépendance américaine ? Et ça, c'est la vraie question. On a donc rempli la première ligne de notre liste de gains américains. J'en rajoute une tout de suite, Xavier, parce que l'énergie, c'est une conséquence directe de la guerre. Mais il y en a aussi une indirecte, c'est celle de la compétitivité. La compétitivité, c'est-à-dire ? Elle tient en 2 mots, la compétitivité. C'est America First. L'Amérique d'abord. Voilà, c'est ça. Alors, il n'y a pas vraiment eu de changement de ligne entre Biden et Trump. Pour eux, il y a une priorité, c'est la réindustrialisation de l'Amérique. Alors, avec le choc qui balaie l'Europe, en fait, il y a des pans entiers des activités qui se faisaient aujourd'hui qui ne sont plus rentables parce que l'énergie coûte très, très cher en Europe. Et donc, il y a des entreprises qui pourraient être tentées, en fait, soit d'investir beaucoup plus aux États-Unis, soit tout simplement de délocaliser certaines activités directement aux États-Unis. Des entreprises qui décideraient d'aller s'implanter aux États-Unis, c'est le monde à l'envers, Béatrice. Oui, alors pendant des décennies, c'est le prix de la main-d'œuvre qui a dessiné la carte de la mondialisation. Les grandes multinationales s'installaient là où le coût de production, le coût de la main-d'œuvre était le moins cher. Maintenant, dans de nombreux secteurs industriels, ce sont les tarifs du gaz et de l'électricité, donc les prix de l'énergie, qui sont scrutés vraiment à la loupe. Et avec cette grille de lecture, évidemment, l'Amérique fait figure d'Eldorado. Elle a du gaz de schiste, je te l'ai dit, à ne plus savoir qu'en faire. Et donc, cet avantage compétitif, il est durable parce qu'aujourd'hui, on peut dire que grosso modo, le prix du gaz va être durablement 2 à 3 fois moins cher aux États-Unis qu'en Europe. Et alors, j'en rajoute une couche, c'est que Joe Biden, cet été, il a abattu une carte maîtresse. Ah ça, je crois savoir ce que c'est. Françoise Coste, notre spécialiste préférée des États-Unis à la loupe, en a parlé dans un épisode il y a quelques semaines. L'Inflation Reduction Act, c'est ça ? IRA. C'est un vaste plan, et alors là, tu vas en entendre parler pendant des mois et des mois. C'est un vaste plan pour limiter le choc inflationniste et accélérer la décarbonation de l'économie américaine. Alors, on pourrait se dire, on est content parce que nous, les Européens, pendant très longtemps, on a dit, les Américains, ils font pas grand-chose pour décarboner, pour être plus verts. Et puis alors là, ils font quelque chose de très, très fort, mais là, nous, on n'est pas contents parce qu'on risque d'être les dindons de la farce. Je vais te donner un exemple. L'IRA, c'est très, très vaste, mais juste un exemple. Ce plan prévoit une subvention de 7 500 $ à l'achat d'un véhicule électrique. Alors, nous aussi, on fait ça. Mais eux, ils ont une petite condition supplémentaire. C'est à condition que ce véhicule électrique soit assemblé aux États-Unis et que la batterie contienne 40% de minerais extraits localement. Alors, pour les constructeurs européens, c'est un risque de forte distorsion de concurrence et un véritable appel du pied à construire leur voiture électrique, non pas en Europe, mais aux États-Unis. Donc ça a été au cœur des discussions entre Macron et Biden la semaine dernière, quand le président français a été en visite d'État aux États-Unis. Mais surtout, les choix faits, en particulier l'Inflation Reduction Act ou le CHIPS Act, sont des choix qui vont fragmenter l'Occident. Et tu as des exemples d'entreprises qui risquent de partir s'installer aux États-Unis pour ces raisons ? Tu en as une entreprise suédoise de batteries électriques, Northvolt, qui a dit que ils allaient plutôt investir aux États-Unis. Tu as BASF, qui est le géant de la chimie allemand, qui a dit qu'il réfléchissait aussi à investir là-bas. Et puis, tu as des États comme l'Oklahoma qui font des tentatives de séduction incroyables, notamment en Allemagne, et qui avançant le prix de l'énergie, mais aussi le coût de la main-d'œuvre qui était assez bas. Et on sait que des entreprises comme Lufthansa ou Siemens seraient prêtes à investir là-bas. Donc, c'est autant d'investissements qui ne se feront pas en Europe. On note que l'Europe est donc perdante face à la stratégie énergétique des États-Unis. On va continuer à lister ces objectifs américains atteints grâce à la guerre en Ukraine. Et le prochain se joue directement sur le front.
Alors, je peux écrire la ligne suivante de notre liste, hein, Xavier? Vas-y Béatrice, je t'en prie. Alors, si je te dis HIMARS ou Javelin. Ça, ce sont des armes, Béatrice. Voilà, c'est ça. Alors, c'est des missiles et des lance-missiles qui sont incontournables dans la guerre en Ukraine en ce moment. Et c'est ces deux armes qui ont vraiment fait la différence depuis septembre sur le front ukrainien. Alors, leur particularité, tous les deux sont fabriqués par le géant américain Lockheed Martin, le plus gros fabricant d'armes de la planète. Donc, je t'ai inscrit un nouveau nom sur cette liste. C'est la santé de l'industrie militaire américaine. Dans un contexte de guerre, c'est assez logique en effet. Oui, mais bon, toutes ces armes américaines, elles ne partent pas qu'en Ukraine. Comment ça ? Parce que l'Europe se réarme partout. Parce que la guerre en Ukraine, mais aussi parce que contexte géopolitique global beaucoup plus tendu. Donc, il y a des achats sur étagère, c'est-à-dire qu'on va directement acheter en fait du stock qui est disponible et fourni par l'industrie américaine. Et puis, il y a des achats qui se font par des commandes de plus long terme. Et on voit bien qu'en Europe, dans un réflexe un peu quasi pavlovien, on se met sous la protection du grand frère américain et la plupart des pays européens ont passé commande aux États-Unis. On peut donner des exemples ? L'Allemagne, d'abord, qui a annoncé son souhait d'acheter jusqu'à 35 avions de combat F-35. Tu as la Royal Navy, mais ça c'est un peu naturel, ils font ça, ils reviennent toujours au bercail. Et donc, ils vont investir 300 millions d'euros pour accroître la capacité des missiles Tomahawk. Il y a les Pays-Bas qui ont aussi mis 1 milliard sur la table dans des systèmes de défense antimissiles de moyenne portée. Mais il y a aussi l'Estonie très récemment, ou encore la Bulgarie. Et l'industrie de l'armement américaine arrive à suivre ? Non, c'est le problème, parce que la guerre en Ukraine, elle a effectivement entraîné un formidable appel d'air pour tous ces industriels. Je te rappelle que dans les 5 plus premiers fabricants d'armes au monde, ce sont 5 groupes américains. Donc c'est un complexe militaro-industriel qui est gigantesque. Et là, ça tourne à pleine capacité et ils n'ont pas forcément les moyens, les usines pour faire tourner encore plus vite. Et ils font face aujourd'hui à des contraintes de production qui sont considérables. Ok, pour l'industrie militaire, c'est clairement un objectif rempli. Pour le suivant, j'ai une suggestion, Béatrice. Ah bon, alors c'est quoi ? Je dirais les céréales. Et oui, tu as raison, même si c'est beaucoup moins spectaculaire que ce qu'on a dit sur l'énergie et l'industrie militaire. Bon, je l'écris, mais alors en plus petit. On l'a déjà évoqué dans la loupe, l'Europe dépendait énormément des céréales ukrainiennes. Et ça profite donc un peu aux États-Unis. Oui, et notamment aux producteurs de maïs. Alors, le maïs, comme pour d'autres céréales, l'Europe s'était mise un peu dans la main de l'Ukraine pour son approvisionnement. Alors, il y a eu, tu sais bien que les semis ont été compliqués, la récolte a été compliquée, et même si une partie des livraisons de maïs ont pu quitter l'Ukraine, le compte n'y est pas pour les Européens, et donc les Européens ont dû aller toquer à d'autres portes. Et comme par hasard, les Américains, qui sont les premiers producteurs mondiaux de maïs, ont été là, ils ont pris en partie le relais et ont commencé à exporter massivement. Alors là, il y a un petit problème dans ce scénario-là, Xavier, c'est que les épis américains sont majoritairement OGM, à la différence de ce que fabriquaient les Ukrainiens. Bon, Béatrice, je pense qu'on a fait le tour des gains économiques des États-Unis depuis le début du conflit, plus ou moins directement. Mais il y a une victoire dont on n'a pas parlé et elle est d'ordre géopolitique. Oui, alors là, moi, je ne vais pas m'en occuper. Je te propose d'en parler avec Clément Dagnès du Service Monde. Très bonne idée. Je l'ai croisé à la rédaction. Je vais le chercher. Installe-toi, Clément. Merci, Xavier. Clément, avec Béatrice, on était en train de faire la liste des succès des États-Unis grâce à la guerre en Ukraine. Et je crois savoir que tu peux en rajouter un sur la liste. Alors tiens, je te passe le feutre. Merci. Alors, ce que j'écris, ça va être très court, mais on va avoir beaucoup de choses à dire dessus. Donc, je note OTAN. OTAN, Organisation du traité de l'Atlantique Nord. Clément, on a déjà expliqué dans des épisodes précédents à quel point l'OTAN avait resserré les rangs avec l'invasion de l'Ukraine. Oui, je pense que tu t'en souviens, Xavier. Emmanuel Macron avait dit que l'organisation était en état de mort cérébrale. C'était ses mots. Et la guerre en Ukraine a réveillé clairement l'OTAN en Europe à un moment où on se posait quand même des questions. Et c'est à travers l'OTAN, aujourd'hui, que passe bon nombre de discussions entre alliés pour soutenir l'Ukraine et en particulier la coordination des livraisons de matériel militaire. Tout ça, mécaniquement, ça a renforcé le leadership américain en Europe à travers l'OTAN. Et à quoi on voit ce renforcement de cette influence américaine en Europe, Clément ? Alors déjà, un truc très concret, c'est le nombre de soldats américains.
Il est repassé ce nombre au-dessus des 100 000. C'était plus arrivé depuis 2005. Sachant, je le rappelle, que leur nombre a diminué par palier depuis la fin de la guerre froide. Cela aussi, ça permet de montrer aux alliés de l'OTAN qu'ils peuvent continuer à compter sur l'Amérique au moment où la menace russe se fait plus forte que jamais. On a parlé des armes avec Béatrice. Là aussi, les États-Unis jouent un rôle important depuis le début de la guerre en Ukraine. Oui, ce rôle, il est essentiel. Si l'Ukraine tient, aujourd'hui, le choc, c'est grâce aux armes américaines. L'implication militaire des États-Unis dans cette guerre, elle pèse très lourd. Au sein de l'Alliance, par exemple, c'est plus de 2,5 milliards d'euros d'armes qui ont déjà été fournis par le Pentagone à Kiev. Et les promesses de livraison, elles, s'élèvent à plus de 15 milliards de dollars. Cela s'explique aussi par les moyens américains et le fait que Washington dépense pour sa défense 2 à 3 fois plus que tous ses alliés combinés. Ça pèse. Sans parler aussi de ses capacités de renseignement, ses capacités cyber qu'elle met au service des Ukrainiens. Donc on peut dire que les États-Unis ont renforcé le rôle de l'OTAN, au même titre que l'OTAN a renforcé le rôle des États-Unis. En revanche, les États-Unis n'ont pas cannibalisé ou profité de l'OTAN. Mais on peut imaginer quand même qu'ils ont un autre objectif en tête. Et quel objectif ? Alors, comme prix de leur implication en Europe, les États-Unis, à l'avenir, pourraient réclamer à leurs alliés européens qu'ils s'engagent un peu plus à leur côté en Asie face à Pékin. Car, souviens-toi, les États-Unis ont amorcé un pivot asiatique depuis Obama, un pivot vers la Chine. Pour les Américains, la menace n'est plus vraiment la Russie. Ils savent en plus qu'à la fin de la guerre, puisque à un moment ou à un autre, la guerre s'arrêtera, il ne restera pas grand-chose de l'armée russe, qui est en train de dilapider ses forces en Ukraine. Tout cela achève la victoire de Washington sur Moscou, après des décennies de guerre froide et la fin de l'URSS. Et donc on peut penser que Moscou ne sera plus vraiment une menace conventionnelle. Nucléaire, oui, en revanche. À l'inverse, évidemment, de la Chine, qui ne cesse de monter en puissance militairement, notamment avec sa marine. L'influence de l'administration américaine dans la direction que prend l'OTAN se voit d'ailleurs déjà. La Chine est mentionnée pour la première fois dans le concept stratégique de l'organisation. Le document considère que le régime chinois pose, je cite, des défis systémiques. J'ai une dernière interrogation, Clément. Comme pour l'énergie et l'industrie de l'armement, ce regain d'influence américaine se fait au détriment de l'Europe. Alors l'Europe avait réussi à jouer solidaire pendant le Covid. Mais là, elle sort affaiblie, divisée en ce moment, avec un tandem franco-allemand qui a du mal à s'entendre. Et puis, certains Européens sont pour que cette influence des Américains en Europe se renforce et continue à se renforcer, reste forte, comme les Pays-Baltes ou la Pologne. Et ce n'est pas le cas de tous. Énergie, compétitivité, industrie de l'armement et même donc diplomatie. Notre liste est terminée. Merci à tous les deux de m'avoir aidé à expliquer pourquoi les Américains sont déjà les grands gagnants de la guerre en Ukraine. Merci. À bientôt, Xavier. Béatrice Mathieu, grand reporter à l'Express, et Clément Dagnès, journaliste au Service Monde. Tous les articles de ce dossier sur les gagnants de la guerre en Ukraine sont à retrouver sur l'express.fr. Vous pouvez vous y abonner pour 1 € le premier mois. Pensez également à suivre La Loupe pour ne rater aucun épisode avant les fêtes de fin d'année. Vous pouvez vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée, par exemple Deezer, Apple Podcast ou Castbox. C'est là aussi que vous pouvez nous laisser des étoiles si ça vous a plu et des commentaires. N'hésitez pas à nous écrire aussi à laloupe@l'express.fr. Cet épisode a été écrit et monté par Charlotte Baris et réalisé par Jules Cros. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à La Loupe.